ça les rencontres internationales du changement. Et puis on s'est dit, on va passer à la transformation. Alors déjà, il y a un jeu de mots intéressant, c'est-à-dire que ça devient un rite. Et effectivement, dans le changement, il est important d'avoir des rites qui nous permettent effectivement d'avoir des temps de stabilité pour mieux réaliser celui-ci. Donc, effectivement, nous créons un rite. Alors un rite, ça ne se crée pas tout seul. Ça se crée avec une communauté. La communauté, c'est vous, parce que vous nous suivez, et vous nous aidez, et vous co-construisez avec nous tout le savoir en termes de changement et de transformation. Donc vous tous, les partenaires des chaires, je mentionnerai ça aussi. Donc merci beaucoup pour nous accueillir depuis le début, et encore cette année. Donc merci, merci. Cette année, ce sont les deux chaires. L'an dernier, ceux qui étaient là ont vécu la naissance de la chaire IMEO. IMEO parce que c'est plus facile à dire que chaire de l'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle, donc la chaire IMEO, qui aujourd'hui donc, est co-organisatrice avec la chaire ESSEC du changement, cette belle manifestation. C'est effectivement le début de la deuxième série. L'an dernier, vous avez reçu les miscellanies du changement qui reprenaient les travaux menés pendant 5 ans, qui ont accompagné la transformation même, la conduite du changement en transformation, en recherche de la transformation, de la réussite. Et là, aujourd'hui, donc on va aller plus loin, démarrer le nouveau cycle des 5 nouvelles rencontres avec notre partenaire préféré, Christine. Merci beaucoup. Écoutez, bienvenue dans cet espace de la Caisse des dépôts. Nous sommes donc vraiment ravis de maintenir ce partenariat depuis 6 ans. Et je suis particulièrement heureuse que cette année, donc ça s'appelle les rencontres internationales de la transformation, puisque je suis à la Caisse des dépôts directrice transformation et digitale. Donc c'est un honneur et un plaisir. Et je vous remercie tous les deux pour cette présence. Je vous souhaite une journée à la fois apprenante et enrichissante en émotions. Depuis hier, nous avons donc un partenaire et une convention de partenariat de recherche avec l'Inde. Et donc nous allons travailler sur le management et le changement en Inde. Et cette année, on a pris un thème qui était changement et business développement. Aujourd'hui, le changement, c'est comment fait-on du changement dans les organisations aujourd'hui? On a regardé à peu près les 2/3 des changements se font par le projet, le mode projet, donc que tout le monde connaît, un début, une fin, une équipe dédiée, un budget alloué, etc. Il y avait des travaux qu'on avait fait avec un de nos partenaires canadiens qui est Kevin Johnson sur la saturation du changement, j'en avais parlé déjà. Et on s'aperçoit dans les organisations qu'il y a des phénomènes de saturation. On connaît tous les méthodes instrumentales qui ont été vulgarisées et développées par l'ensemble des cabinets. Et puis il y a eu l'évolution, ça a été les travaux qui ont été faits dans le cadre de la chaire avec la Société Générale sur le changement agile. Je vois Jean-Pierre Lecam qui est ici. Donc il y a eu cette évolution qui avait été faite. On a aussi aujourd'hui une autre manière de faire du changement, c'est par le management. À un moment donné, on ne va pas lancer un projet. Vous savez, c'est cette phrase d'Edgar Faure que je cite souvent, en décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en route et je ne sais plus comment l'arrêter. C'est-à-dire que plus on demande de changer, plus ça bloque. Puis on a eu une autre évolution. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les managers n'avaient plus envie d'être des simples relais. Ils voulaient être partie prenante. L'évolution sociétale, le mode collaboratif, etc. Donc on s'est mis à penser innovation managériale, qui était le thème des rencontres de l'année dernière. De dire finalement, pour faire le changement, ne faut-il pas réinventer les pratiques de management, et en réinventant les pratiques de management, on réalise des objectifs de changement. Et donc on s'est retrouvé avec cette panoplie-là. Nous aussi, en changement, il faut qu'on sorte la tête du sac. On avait le projet avec le changement instrumental, on a eu le changement agile, on a eu le développement des managers, la formation des managers. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur ça. On a eu l'innovation managériale. Et puis finalement, on a une dernière partie qui va être les spin-offs, les start-up, les incubateurs, avec une limite. On l'a évoqué hier dans les projets de recherche qui ont été présentés. C'est-à-dire jusqu'où devons-nous piloter la cohérence de cette deuxième frontière? Et là, nous voyons dans les organisations commencer à se créer des directions de la transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que la notion de transformation est en train de devenir un enjeu politique et organisationnel dans les entreprises.
Parce qu'à un moment donné, on va bien avoir le BizDev outil, mais toutes ces expérimentations-là, il va bien falloir les relier à la stratégie, il va bien falloir faire en sorte qu'elles infusent dans l'organisation, etc. Parce que sinon, on va juste avoir des entités qui développent des choses et avec un taux d'échec relativement important. Quand on échange aujourd'hui avec les grands fonds d'investissement, ils disent c'est simple, en 10 ans, on a divisé quasiment par 5 le taux de réussite de nos startups. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y en a de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'entités qui développent des choses et qui s'arrêtent. Donc l'idée aussi, c'est que tout est fort. Alors, il y a peut-être une forme de darwinisme qui est là, peut-être. Et puis ça crée de l'entrepreneuriat, ça remet les jeunes dans l'entreprise, parce que sur un certain nombre d'écoles, hein, donc dans les grandes écoles, quand vous dites vous voulez aller dans une PME, non, c'est pas bien, vous voulez dans une start-up, ah c'est génial. Les mots ont leur importance. Et la valeur sociale des mots également. Et donc se pose la question de la direction maintenant, du pilotage et des directions de la transformation dans les organisations. Je présente Peggy Loup, Peggy qui est la directrice de la transformation de SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est 50 000 personnes. On a également SNCF Mobilité à 100 000 personnes. Et là, on ne parle que de la partie ferroviaire et non pas de la partie groupe avec 250 000 personnes. Voilà. Et donc, on est venu ce matin, je vous présente également Bertille. Donc Bertille, start-upper, Klaxoon, 150 personnes à Rennes, 2 prix au CEA qui ont levé 5 millions d'euros de capital, notamment Xavier Niel, pour développer une plateforme d'intelligence collective qu'on va utiliser ce matin. Et je la remercie parce que Klaxoon intervient gratuitement aussi aujourd'hui dans le cadre de cette chaire. Bertille est arrivé hier, ce matin ou hier de Bretagne. Donc merci à Bertille. Alors, avec Peggy, on va vous parler de liens entre business, développement et digital à la SNCF. Et donc du coup, on va le faire à la mode pitch start-upper. C'est-à-dire qu'on va d'abord vous parler du why, notre vision. Pourquoi on fait ça? Dans quel but? Et moi, ma vision, c'est que tout le monde soit à l'aise avec la transformation. Qu'on n'ait pas de rupture, de fracture numérique ou de fracture du digital. Ça, c'est pas important. Bien évidemment, on ira dans le how. Et le how, nous sommes dans une entreprise, hein, donc c'est des enjeux de survie. Tout à l'heure, David disait que SNCF fait partie des premiers groupes digitaux. Blablacar, vous appliquez 6% du chiffre d'affaires TGV sans que personne dans la boîte ne s'en soit aperçu au début. Donc c'est des véritables enjeux de survie. Et bien évidemment, le how, c'est aussi parce qu'on ne mène pas des transformations comme des changements. Et le what, alors là on va parler d'organisation, d'exemples, mais ce qui nous intéressera également, parce qu'il y a des Canadiens dans la salle, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le savoir devenir. Et là, ça sera la partie de Peggy, notamment, qui va avoir besoin de vous pour savoir comment on pourrait devenir demain dans nos enjeux. Je suis rattachée au président de SNCF Réseau. J'ai en face, ou à côté de moi, toute une série de projets de transformation, de démarches de transformation, que ce soit de la transformation digitale et de l'innovation, de la transformation managériale ou des compétences, de la transformation SI, c'est-à-dire dans les modes de projet, de mener les projets SI, de la transformation au sens de l'excellence opérationnelle et de la transformation, ce qu'on appelle métier, qui consiste tout simplement à faire évoluer la manière dont on mène nos métiers et les process qui vont avec. Tout ça est réparti dans l'ensemble de l'entreprise et j'ai fait le choix de rester seule dans mon poste, de ne pas recruter, de manière à être en exemplarité sur le sujet de la transversalité et d'éviter l'empilement des démarches que je vois déjà en face de moi. Et en fait, ces personnes, si elles ont l'air physiquement présentes avec nous aujourd'hui, en réalité, elles sont bien ailleurs.
Elles sont au dernier étage d'une tour de la Défense, dans cette salle de réunion, qui a une vue magnifique sur la fondation Vuitton. Ici, on la voit en tout petit, ce qui ne favorise pas la concentration. Plus précisément, ils sont assis à cet endroit-là. De ce point de vue, ça leur permet de choisir où porter le regard, d'avoir vraiment le sentiment d'être immergé dans la salle avec Marie, qui présente ici le projet à son équipe. Et de cette position, ils peuvent déjà commencer à observer tout ce qui passe par la communication non verbale, qui arrive en retard, qui est en train de dessiner pendant que Marie fait sa présentation, qui parle avec qui. Tout ce qui est important de savoir observer et interpréter lorsqu'on veut bien manager une équipe. Donc vous l'aurez compris, je suis en train de vous décrire ce qu'on voit à travers le casque et le Management Game 360 qui a été développé par l'ESSEC et par la chaire du changement et la chaire de l'innovation managériale qui s'attelle à chercher de nouvelles pistes, de nouvelles modalités pédagogiques pour enseigner des compétences comportementales. Et je m'occupe chez Areva NP, après avoir occupé de l'innovation et de l'expertise dans le groupe Areva, je m'occupe chez Areva NP aujourd'hui, donc directement pour le PDG, de la mise en place d'un programme de management des connaissances. On a voulu, c'est pour ça qu'on a essayé de se focaliser sur l'aspect connaissance, l'aspect qui a été évoqué ce matin de business development comme étant un ancrage possible et un ancrage d'ailleurs excellent de la transformation numérique. Chez nous, chez Areva NP, c'est pas vraiment le débat parce qu'on n'est pas vraiment dans l'enjeu majeur d'Areva, c'est beaucoup plus un enjeu de maîtrise de ce qu'on fait, de maîtrise du processus d'ingénierie, de déploiement des projets, de retour d'expérience, etc. Et notamment, j'ai fait auquel a participé d'ailleurs Martin, une recherche, une observation sur toutes les pratiques de gestion des connaissances des grands groupes dont on va vous parler, notamment en illustrant par Areva. Donc on va démarrer sur la dernière session qui est un témoignage de relations grand groupe start-up, donc entre Engie et Inati. Donc merci beaucoup d'être là. Je vais vous parler d'un partenariat, parce que c'est vraiment ça, on travaille vraiment main dans la main avec Engie, qui a été l'un de nos premiers clients, et je vais vous parler de ce que l'on fait avec eux. Donc moi je suis Victoria Pell et donc je suis la fondatrice de la société Unati, qui veut dire élévation et prospérité en sanskrit. Et donc Unati, j'ai lancé Unati il y a 4 ans maintenant, et avec mon équipe on a pu développer une première plateforme en format bêta, puis on s'est amélioré avec Engie notamment, et nous sommes spécialisés dans le social learning avec la pratique notamment du mentoring. Donc la pratique du mentorat, des pairs à pairs et de cet échange de transmission est aujourd'hui en train de se démocratiser, tout simplement parce que les méthodes de travail et les entreprises sont en train de voir qu'on n'est plus dans des systèmes militaro-industriels et que maintenant on est en train de voir qu'on ne peut plus se référer uniquement à ce modèle-là, et qu'aujourd'hui on va parler de communautés qui vont travailler ensemble, du travail en transverse, des générations qui travaillent différemment, qui ont d'autres attentes, etc., etc. Vous avez eu un livre qui a été distribué sur la transformation digitale avec des entreprises qui avaient accepté de livrer leur business case en gestion de la transformation digitale. Les Échos en fait partie. Alors, on est aujourd'hui dans les 6e rencontres internationales du changement de la chaire ESSEC, et qu'est-ce qui caractérise mieux le changement finalement que cette révolution digitale que les entreprises ont subie de plein fouet maintenant depuis 15 à 20 ans. Alors, pour commencer, j'aimerais caractériser ce qu'est pour moi cette révolution digitale, parce que, en fait, je considère que c'est une quadruple révolution, une révolution technologique, une révolution des usages, une révolution des valeurs et une révolution managériale. On va y revenir sur chacune d'elles. Une révolution technologique d'abord, parce que qui dit digital dit renvoi à une technologie qui est celle de la numérisation, en fait, et qui permet de reproduire une information, qu'il s'agisse d'un son, qu'il s'agisse d'une image, qu'il s'agisse d'un texte, sous une combinaison de nombres, 0 ou 1,
en fait, qui devient par là même beaucoup plus facile à traiter que les anciens signaux analogiques. Et puis, cette révolution également a été complètement accompagnée par un développement exponentiel de la puissance des machines. Et donc cette révolution technologique, elle a abouti aussi à une révolution des usages. Pensez donc finalement que Internet est apparu au cours des années 90, il est devenu accessible au grand public par les navigateurs à la fin des années 90, et 20 ans plus tard, 50% de la population mondiale utilise Internet. Comme révolution technologique, c'est finalement extrêmement rapide à l'échelle humaine. Les réseaux sociaux, c'est début des années 2000, Facebook c'est 2003. Et bien 15 ans plus tard, 37% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Si on regarde ce tableau qui date du 3e trimestre 2016, mais je vous rassure, à date c'est exactement le même ou à peu de choses près, on regarde en fait que dans les 10 premières capitalisations boursières mondiales, 6 sont des valeurs technologiques, et ces 6-là n'existaient pas il y a 20 ans, à l'exception peut-être de Microsoft qui a un petit peu plus d'ancienneté. Apple, Alphabet, Amazon, Facebook sont des sociétés qui sont apparues au cours des 20 dernières années et qui sont passées en termes de valorisation devant toutes les autres, beaucoup plus anciennes. Et puis j'attire votre attention sur le petit dernier, un Chinois qui se glisse parmi les Américains, et je pense que ça préfigure aussi beaucoup l'impact de la technologie chinoise dans les prochaines années, puisque des Tencent, qui est l'équivalent du Facebook américain, des Baidu, également des Alibaba, sont en train de prendre eux aussi des valeurs considérables. Et puis tout ça s'accélère parce que quand on regarde à côté Airbnb, date de création 2008, valeur 30 milliards de dollars sans un seul actif, Accor, lui, au même moment, est valorisé 11 milliards. Et tout ça implique aussi des révolutions managériales. Révolution managériale, aujourd'hui, ces hommes, Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, le patron de Tesla, Brian Chesky, le patron d'Airbnb, même le très décrié Travis Kalanick, patron d'Uber, ont imposé des organisations et des modes managériaux différents au sein de leurs entreprises, qui ont été étudiés, qui sont de plus en plus étudiés. Il y a un ouvrage qui s'appelle The Lean Startup, qui est un best-seller mondial, qui est justement étudié les modes de management et les modes d'organisation de ces entreprises. Et Eurogroupe s'est posé la question, donc en tant que cabinet de conseil, de se dire, il y a le digital, parce que tout ce qui a été montré tout à l'heure, ça va vite, etc. Puis un cabinet de conseil, c'est une organisation comme une autre, de toute façon, c'est une entreprise comme une autre. Donc ils se sont dit, on veut accélérer. Et pour accélérer, on va se mettre en logique spin-off. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir, entre guillemets, le spin-offer et le spin-offé, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc entre celui qui a, donc l'entité qui a dit je crée une spin-off, celui qui prend l'initiative de la spin-off, qui la développe, et quels sont les liens qui existent et comment ils se nourrissent entre eux. Alors notre dispositif, c'est un dispositif d'innovation digitale. Mais voilà, on ne va pas vous parler innovation digitale aujourd'hui, on va plutôt vous parler innovation managériale, puisqu'en fait, en faisant de l'innovation digitale, on a fait de l'innovation managériale pour de vrai. On regardait avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait dans l'écosystème des startups, parce que finalement, nous qui avions appris depuis de nombreuses années à processer nos clients, à mettre des comités d'investissement, à mettre de la compliance, à mettre du risk management, on voyait des sociétés qui, en quelques mois, quelques années, étaient capables de passer à l'échelle mondiale, qui s'abstrayaient de tout, qui osaient tout, qui testaient, qui chutaient, qui remontaient en selle. Et finalement, on était assez admiratifs de cette manière de faire et on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire ce pont d'innovation entre le monde des corporates, nos clients de toujours, et le monde des startups. Et on pense que de ce lien entre les corporates et les startups va naître la capacité à accompagner efficacement nos clients dans le virage numérique. Au même moment, Alexandre avait lui-même un projet de lancer un accélérateur d'innovation numérique immergé dans l'écosystème des startups, dans l'écosystème tech parisien. Et donc on est parti à l'assaut, je dirais, de la transformation digitale avec ces deux pieds. Un pied à la défense, Eurogroupe, le symbole des grandes organisations. Un pied dans le Silicon Sentier, la Javanès, qui au départ est une start-up parmi les start-up, un petit parmi les petits, pour apprendre des start-up et réinjecter tout ça dans le monde des corporates. Donc pour rester à l'unisson de tous ces clients et de ces partenaires et être en phase avec un écosystème
de plus en plus globale. Le groupe a articulé sa feuille de route de transformation autour de 3 enjeux principaux. Un enjeu business, et là je pense qu'on retrouve le thème de votre travail du jour, pour consolider notre rôle auprès de nos clients, répondre à leurs nouvelles attentes en développant des offres plus digitales. Donc tout ça, ça implique de repenser en profondeur les parcours clients et les relations avec les clients pour les rendre plus interactives. C'est pas toujours simple quand on voit un certain nombre de métiers de la Caisse des dépôts, mais ça c'est vraiment une discipline que l'on s'applique à pratiquement tous les différents compartiments des offres que l'on peut développer. Le deuxième enjeu, c'est celui de la performance collective durable, et j'insiste sur tous les mots, collectif et durable. Donc derrière, avec tout le chantier d'évolution de la culture et de l'organisation du travail, donc ça, c'est des processus de réingénierie qui ne sont pas faciles dans des environnements publics comme celui d'établissements publics, avec toute la richesse, mais aussi la pesanteur de cet héritage historique. Et donc là, c'est vraiment un chantier qu'on aborde avec Christine, avec particulièrement d'acuité pour ce qui concerne les services du secrétariat général, pour essayer de peser au quotidien sur ce chantier-là et faire en sorte que du coup on soit au rendez-vous de toutes les attentes que nos contreparties attendent de nous. Et puis le dernier enjeu, c'est celui de l'image, de la modernité, de l'attractivité de notre groupe. Nous aussi, on réfléchit, on pense marque employeur. Nous aussi, on veut se donner les moyens d'attirer les meilleurs talents, de conserver les meilleurs talents. Et ça, je pense que c'est des réflexions qu'on a maintenant bien développées et bien abordées au sein du groupe, qui peuvent parfois surprendre, je pense, pour des acteurs qui ne nous connaissent que de l'extérieur. Mais en tout cas, on est très impliqués dans ces différents compartiments de cette feuille de route stratégique. Et donc, le parti pris que l'on a depuis maintenant 3 ans, c'est de laisser foisonner les initiatives. On pense qu'elles n'arriveront pas tous à bon port, on le sait, on a déjà un certain nombre de casses dans les projets qu'on a pu porter au travers des processus qu'on a mis en place pour faire émerger des projets. Donc moi, je pense que c'est pas grave. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est mettre ces nouveaux réflexes, ces nouveaux processus le plus possible un peu partout dans nos organisations, et surtout changer complètement la culture de l'entreprise en mettant en valeur tous les bienfaits et le caractère, je dirais maintenant, normal des processus d'innovation ouverte. L'innovation ouverte, on l'a faite pour la première fois avec le CPA, le compte personnel d'activité que j'évoquais tout à l'heure. C'était pas dans nos réflexes. On a vu qu'on était très efficace et beaucoup plus agile. Donc on a laissé foisonner, on a laissé partir un peu les choses un peu à 360 degrés. Maintenant, je pense qu'il est temps de recentrer ça sur le cœur de nos métiers et en tout cas sur des vrais projets porteurs de business et de rentabilité. Donc ça va être un exercice qu'il va falloir faire avec beaucoup de précaution et de doigté, parce qu'il va falloir à la fois faire cet exercice d'élagage sans pour autant perdre toute la richesse de toutes ces jeunes pousses, de tous ces bourgeons qu'on a suscités. Et donc c'est en tout cas dans ces termes, je pense qu'on considère qu'on est à un moment un petit peu crucial pour consolider et faire ce passage à l'échelle. Et c'est donc la raison de ma présence aujourd'hui, c'est vraiment un intérêt très profond de ma part dans le cadre de ces questionnements qu'on peut affronter aujourd'hui au niveau de la tête de la Caisse des dépôts, parce que c'est par le partage d'expériences et par des travaux comme ceux que vous menez que je pense on peut trouver la réponse à ces interrogations qui sont les nôtres actuellement. Et donc en tout cas, je voulais vous en remercier. A dit David, il faut donner plus d'ampleur à la gestion du changement. Il m'a dit il faut donner plus d'ampleur. Il m'a dit on y va, on va faire quelque chose ensemble. Tout seul, je pense que je ne l'aurais pas fait, donc je le remercie. Et on a créé cette chaire, on a fait tout ce qui est là. Je l'ai dit ce matin, c'est un certain nombre d'ouvrages, c'est des communications. C'est aussi une capacité à produire des choses pour les entreprises, avec les entreprises,
pour les étudiants, mais aussi de se positionner à l'international pour montrer que la France aussi a cette capacité de transformation, et j'insiste bien sur le mot, pour faire le lien avec le sujet qui sera celui de l'année prochaine, qui est stratégie et pilotage de la transformation, en lien en continuité avec ce qui a été fait donc, ce jour.